Moi, j'ai toujours été sensible à la nature, puis comment est-ce qu'on est vite à la bulldozer pour faire des centres d'achat, puis des banlieues, puis des espaces vides. Quand j'ai trouvé l'agriculture, puis surtout l'agriculture à échelle humaine, où est-ce que c'est pas toujours le tracteur qui run l'affaire, je me suis dit, ah là, on est ailleurs, là, on cultive l'écologie. Puis ce que je fais aujourd'hui, à former des gens à la ferme des Quatre Temps pour qu'eux puissent démarrer leur projet et former d'autres mondes, tout ça, ça s'inscrit dans cette logique-là de oui, on est en train de changer le monde. Jean-Martin à l'équipe? 10-4. On va se rencontrer. Salut Anne-Claude. Salut, vous autres. Tu vas-tu, Danny, vouloir peut-être prendre en note des trucs? Là, on est début avril, puis c'est vraiment un printemps de marde. Ça fait, moi, 15 ans que je fais des légumes, puis c'est la première année où est-ce que... le sol n'a pas vraiment dégelé encore, on n'a pas eu de journée chaude. On a une journée de soleil aujourd'hui, c'est une des premières qu'on a depuis longtemps. Puis moi, j'ai passé tout l'hiver à préparer la journée d'aujourd'hui. On plante les tomates, puis on commence à préparer le champ pour planter. Fait que c'est comme la première vraie journée de l'année, c'est aujourd'hui. Là, il faut juste intégrer les nouveaux à l'équipe, puis que ça se passe bien. Allô? How's it going? Good? Le crew, il y a des gens qui viennent de partout dans le monde pour travailler à la ferme des Quatre Temps parce qu'ils veulent tous apprendre un modèle de ferme à échelle humaine. C'est une ferme qui est avant tout expérimentale. Je me suis beaucoup inspiré du maraîchage avant l'ère des tracteurs. Puis l'agriculture se faisait comme ça. J'ai dû me poser les questions, j'ai dû explorer le modèle. Parce que des fermes sans tracteur, il n'y en a pas, ou presque pas. Donc, c'est la deuxième année à la ferme des Quatre Temps. Puis mon équipe, il y en a 4 qui sont revenus de l'année dernière, qui ont plus un poste de supervision. Il y a Justine, qui est responsable de la pépinière. Annie-Claude, qui s'occupera des implantations au champ. Alice, elle, qui va être en charge de la serre de tomates. Et Danny, qui, lui, va être en charge des récoltes. Ce matin, on va aller installer un tunnel, là, Annie-Claude? 8 tunnels. 8 tunnels? On va aller installer 8 tunnels. Le reste, c'est tous des recrues. Dans les rookies du crew cette année, ils ont tous déjà travaillé sur des fermes. Myrta, qui vient d'Italie. Flamme, elle a étudié à l'Université de Santa Cruz, en Californie. Nathalie, qui est plus discrète, mais qui est une force tranquille. Fait qu'elle est vraiment les yeux de la ferme. Ariane, elle, cette année, elle va développer le volet des fleurs. Ryan Roux, avec l'autre Ryan, eux, ils démarrent une ferme l'année prochaine à Toronto. Anna, qui vient de Nouvelle-Zélande, elle est en charge de la serre de concombres, d'aubergines, puis de poivrons. Chloé, c'est la directrice de la ferme. Elle coordonne tout ce qui est entre les animaux, les légumes. C'est vraiment la colle qui fait que tout le projet tient ensemble. Puis il y a Chester. Chester, le dernier, mais non le moindre, le chien d'Annie-Claude qui nous suit partout puis qui est comme notre mascotte. Moi, je reçois 300 CV. Fait que ce que j'ai regardé, c'était l'expérience qu'ils ont eue, où ils s'en vont. Ils ont toutes des belles expériences, ils ont tous déjà travaillé sur des fermes, puis ils vont tous démarrer leur ferme. C'est la raison principale pour laquelle je les engage. Ils vivent en gang. Ils vont être ensemble d'avril à décembre dans 2 maisons qui sont situées à quelques kilomètres de la ferme. C'est un peu l'auberge espagnole, là. C'est cool comme ça. Vous deux, vous allez aller monter des tunnels, installer le chantier, figurer ça. Fait que là, toi, ta job, ça va être de tout décider où est-ce qu'ils vont les plants avec 2 autres personnes. OK. Une personne en pépinière, puis on va être 3 au transplant. On a un crew, puis c'est vraiment important pour moi. Fait que, l'esprit d'équipe,
qu'on s'entraide, qu'on s'encourage, qu'on ait une bonne attitude, même quand c'est des journées de marde, parce qu'il va en avoir. Là. Comme aujourd'hui, ça ne nous tentera pas d'aller à 0 degré, monter des tunnels. Là. Mais bon, il faut. En fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'on prend les plantes qui sont prêts à être transplantées pour les emmener à la serre. Donc, on n'a pas vraiment beaucoup de temps à perdre. Donc, en plus, on est une grosse équipe. Donc, si quelqu'un s'arrête, par exemple, si j'arrête d'envoyer des plants, ben, c'est une équipe au complet qui perd du temps, finalement. C'est un peu le défi de travailler dans une grosse équipe ici, c'est qu'il faut trouver... en fait, chacun doit trouver sa place, chacun doit faire son bout. Pour que globalement, ça continue d'être efficace. Il y a Justine qui est en charge de la pépinière. Justine qui a une super belle sensibilité, qui a un beau rapport avec les plantes. Elle a le sens, elle a le pouce vert. Toi, est-ce que tu as déjà fait les pousses? Oui, une fois. OK. Ouais. Puis Ariane, elle l'a fait comme... Tu l'as fait il y a 3 semaines, c'est ça? Ouais, je crois que je l'avais fait la première. Parfait. C'est pas compliqué. Je vais vous sortir le matériel, puis je vais juste vous montrer peut-être à toutes les deux si vous voulez commencer. Ben, en fait, ici, on se trouve dans la pépinière de la ferme. Donc, la pépinière où on appelle aussi la pouponnière parfois parce que c'est vraiment là où on va partir les plantes. Flamme, je sais pas si tu l'avais vu, la liste, mais c'est vraiment comme la culture qu'on part avec sa variété. Toutes les semences sont dans des boîtes comme ça de l'autre côté. Fait que ça, vous pouvez aller les chercher au fur et à mesure. C'est ma 2e saison ici à la ferme des 4 temps. Je suis arrivée en mars dernier. J'ai fait une première saison. Bien, moi, avant de travailler en agriculture, finalement, j'ai vraiment débuté mes études en art visuel, que j'ai poursuivi à l'université. J'ai fait de l'histoire de l'art aussi. Donc, à la base, il n'y a rien qui me prédestinait à travailler en agriculture. Mais en fait, je m'impliquais dans les projets connexes en agriculture urbaine, tout ça. Puis j'ai fait un stage sur l'île de Montréal avec un organisme, en fait, qui avait une petite ferme. Puis là, j'ai vraiment comme eu un coup de cœur. Puis j'ai trouvé vraiment un aspect concret, travailler dehors, travailler physiquement. C'est vraiment des choses qui m'ont plu, en plus d'être vraiment intéressée par tout le côté agricole, puis la production de légumes. Justine à Saint-Martin. Tous les plants sont rendus à la sorte de tomates. J'ai eu un parcours peu conventionnel en agriculture. Je viens de Saint-Bruno, de Montarville. C'est une banlieue de Montréal. Manger bio, manger local, là, on n'en parlait pas de ça dans ce temps-là. Puis j'ai finalement décidé de faire un programme à McGill en environnement. Puis j'ai rencontré Maud Hélène, qui est ma conjointe, qui était ma blonde à l'époque, était ma meilleure amie. Puis quand on a fini notre bac, on a fait un voyage. Puis là, une des choses que moi, je voulais faire, c'était travailler sur une ferme bio. Parce que c'était sur mon bucket list. Je voulais faire ça. Puis cette espèce d'engouement-là, cette énergie-là qu'il y avait entre la personne qui achète puis le producteur, ça, j'ai eu un coup de foudre instantané pour ça, ce rapport-là, cette énergie-là. Fait que là, on est revenu au Québec, puis on s'est dit, on va faire ça. On va se démarrer un jardin maraîcher. On a acheté un clapier. Je me suis dit, on pourrait peut-être diviser le clapier en 2, faire une salle de conditionnement, puis que le sud, ça soit une maison, on pourrait toute la rénover, toute la ranger. Il y avait personne au Québec, dans ce milieu-là, qui pouvait s'imaginer qu'avec 1 hectare en culture maraîchère, tu pouvais générer un revenu. La plupart des fermes vont faire entre 20 et 60 hectares. Ça, c'est les petites fermes maraîchères. Fait que 3 ans après qu'on aille fonder les Jardins de la Grelinette, puis que là, notre affaire, c'est un succès. Moi, j'ai mis mon plan d'affaires en ligne parce que je savais qu'ailleurs, dans d'autres régions, les projets étaient catégoriquement refusés. Si c'était pas 4, 5, 6, 7 hectares, c'est vraiment là pour moi que j'ai commencé à être conscient de l'impact que ça a de promouvoir un modèle différent. Justine, t'es-tu dans la pépinière? Oui, je suis dans la pépinière. Attends, on met ça où? De l'autre côté. Là-bas, à côté de l'autre côté. Ça va, les filles? T'es productif?
Ben oui, un peu moins que... C'est pareil. Oui, oui. Mais Parce oui. que là, c'est l'heure bien. du lunch. Oui, on arrête. En fait, on va juste arroser ça, puis on a fini. Fait que vous en avez encore pour l'après-midi? Ouais. Mais peut-être à 2 personnes. Peut-être... À 2? Ouais. OK. Ce serait suffisant, je pense. OK, cool. Ici, à la ferme, un des défis, un des objectifs, ça a été finalement de concevoir les espaces de travail, mais d'organiser les tâches aussi de façon à ce que tout soit maximisé. Donc, c'est vraiment l'exercice auquel Jean-Martin a voulu se prêter, donc en puisant un peu partout, en faisant des recherches. Donc, par exemple, toutes nos tables ici sont coulissantes. Ça veut dire que, là, je vais pas le faire trop pour pas écraser ma collègue, mais donc on peut les bouger puis créer des passages entre. Donc, oh, excuse-moi, Myrta, je te coince un petit peu. Si j'ai besoin d'arroser, par exemple, je me déplace ici comme ça. Je peux vraiment comme couvrir l'ensemble de la surface de façon vraiment comme de façon facile, finalement. Donc, un autre en fait, élément qui est intéressant ici au niveau du design, c'est cet espace-là qui se trouve être la salle d'acclimatation, donc qui est directement connecté à la pépinière. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est vraiment qu'une fois que la plante elle a fini sa croissance, puis qu'on est bientôt prêt à la transférer dans le champ, on la met une semaine, en fait, avec une température moins contrôlée pour qu'elle s'habitue à avoir froid, qu'elle s'endurcisse, que le système racinaire se développe. Puis ce qui est intéressant, c'est vraiment que c'est à côté. Donc, on n'a pas besoin de sortir à l'extérieur. On a juste vraiment besoin de glisser les plateaux de ce côté-là. Ici, par exemple, ce qu'on voit, c'est des petits laitues, donc on appelle ça du Salanova. Donc, comme on voit, il y a plusieurs couleurs dans le plateau. Donc, c'est vraiment, nous, on a mélangé les semences avant même de faire le semis. Ça nous permet finalement de les transplanter tout ensemble sur la même planche dans le champ. Puis, au niveau de la récolte, le mix est déjà fait une fois qu'on récolte. Puis là, on pourrait dire, OK, bon, ça va prendre un temps fou à semer, à transplanter, tout ça. Mais on a en fait la chance d'avoir ici un semoir à vacuum. Donc, il y a un petit semoir qui nous permet vraiment de gagner du temps. Donc, on peut faire un plateau en quelques secondes avec cet outil-là. Donc, ça nous permet vraiment de gagner en efficacité. Puis là, ça vient que ça vaut vraiment la peine de faire du messelin de cette façon-là aussi. Mais c'est ça, donc je vais vous le montrer tout à l'heure. Vous allez voir à quel point c'est cool un semoir à vacuum quand on veut faire autant de Salanova. N'oubliez pas de boire de l'eau. Vous êtes supposé de boire au moins 1 litre avant midi. Et si vous avez besoin de bouteilles, il y en a en surplus dans le bureau. Il y en a beaucoup, là, donc n'hésitez pas. Ben, des fois, ce qui va arriver, ça arrive surtout la première journée. Les gens oublient de boire, puis là, ils peuvent faire une insolation, puis le lendemain, ils peuvent pas se sentir super bien. Les tomates, c'est probablement la culture la plus payante sur la ferme. Okay? Puis surtout qu'on fait des tomates heirloom. Fait que des heirlooms, c'est comme des tomates qui ont les goûts d'autrefois. C'est des vraies bonnes tomates. Puis les plants sont greffés. On voit ici, il y a comme une séparation. Puis pour éviter des problèmes de maladie, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on greffe le plant de tomate avec un greffon, donc un autre plant de tomate qui, lui, il y a des racines ultra résistantes aux maladies, super productives, mais qui donnent des tomates de marde. Mais là, ça nous fait comme un plant de tomate qui est très résistant aux maladies, mais qui nous donne les tomates qu'on veut. Fait que tous les plants ont été greffés. Il y en a, Colin, 850. Fait que c'était quand même une grosse opération. Après ça, là, ça fait 2 mois qu'on les cultive, qu'on les garde à des belles températures, qu'on les fait pousser. Fait que là, de les mettre en champ aujourd'hui, ben, dans la serre, c'est une étape importante, là. C'est une grosse partie de notre revenu. Là. La serre de tomates, elle va générer comme 80-90 000 $ de revenus de tomates. Écoute, quand la serre est en pleine production, là, on est à, je sais pas moi, 400-500 livres de tomates par semaine. C'est un point culminant, là. OK, gang, c'est l'heure du lunch. On se rejoint à la cuisine.
À tous les midis, il y a un chef qui prépare un lunch pour l'équipe avec des produits de la ferme. On va se rendre à la cuisine tous ensemble. C'est un moment important parce que là, on reprend des forces pour se reposer avant de retourner dans les champs pour l'après-midi. Yeah, file high, want you fly. What year was this? Is this 1980s? Nice! Yeah, probably C'est quoi? nice. Comme morceau? La façon que c'est géré, la ferme, là, tu sais, avec moi qui est comme en haut, mais que j'ai des responsabilités puis des postes, puis eux coordonnent. Tout ça, c'est habituellement, c'est pas comme ça. D'habitude, c'est le maraîcher qui décide un peu tout, puis qui a tout dans sa tête. Puis moi, j'ai voulu un peu comme dispatcher ça. Bon appétit. Bon appétit. Oui, c'est moi le foreman, le patron, mais on travaille, on gère beaucoup en équipe. Bien, on dit souvent que c'est une ferme en polyculture. C'était de recréer une ferme un peu comme avec les animaux, les légumes. C'est environ 4 hectares de légumes diversifiés, à peu près 40 à 50 légumes différents. Puis on commence nos récoltes à partir du mois de fin février, début mars, puis on va jusqu'à Noël. Hey, c'est beau, les amis, en tabarouette! Avouez que ça va être solide, cette histoire-là, hein? OK, ben moi, je suis dans là. On pensait commencer à planter dans le sol et à semer cette semaine. Même nos premiers semis étaient prévus pour le 3 avril à l'extérieur. Ben là, c'est sûr qu'avec l'hiver qui se tarde un peu, ça s'est rallongé un peu, mais clairement, avec les tunnels qu'on met, juste en mettant un tunnel, on gagne tellement de degrés, on réchauffe tellement plus rapidement le sol qu'on est capable d'agir beaucoup plus vite. Notre nouveau modèle de tunnel, on a fait des simplifications. Avant, on avait... les arches étaient plus éloignées, plus espacées l'une de l'autre. Fait que ça prenait moins d'arches, donc on se disait que ça coûte moins cher, mais il était moins résistant. Là, on a des arches quasiment au mètre et demi. Donc, le tunnel chenille, il est plus fort. Je pense que c'est bon de tâter en même temps, Jean-Martin, les deux bords. OK. Attends, toi. Ça bouge. Dani puis moi, c'est la deuxième année qu'on revient. Donc là, on a la chance, dans le fond, d'expérimenter un nouveau poste où on gère plus une équipe. Le but, c'est d'acquérir vraiment une certaine formation, des connaissances sur un sujet plus précis. Ouais, Dani, c'est un champion de slackliner. Donc lui, il se promène sur des cordes dans le vide. Mais tu sais, genre d'ici à là-bas, là. Dani, c'est un capoté. Ma job cette année, ça va être... je vais gérer les récoltes. Donc là, présentement, on a très peu de récoltes, on a très peu de légumes qui poussent. Mais au fil de la saison, 2 jours par semaine, on va être en récolte. Toute l'équipe, toutes les 12 personnes. Donc ça va être de dispatcher tout le monde pour que tout le monde ait toujours des récoltes à faire. Donc je vais gérer l'équipe comme ça. Puis j'ai bien hâte là, aux récoltes, j'ai hâte de manger plein de légumes. OK, fait que là, tu proposes quoi, Dani? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Non, on n'a pas besoin de Faut tout juste ça. faire attention si on coupe, parce que ça se peut que des fois, il y ait comme des 2-3 pieds qui peuvent jouer, mais on peut peut-être quand même couper... Si j'attache ça, puis je la passe dans un trou du rentrer rebar, dans un trou. puis genre je l'attache bien solide de même, là. Ça bougera plus jamais de là. Ouais. Tout ça ici, là, ça va juste être un... Ça va pogner dans le vent. Fait que chaque élément, faut qu'il soit vraiment super solide. Parce que s'il y a un élément qui est pas solide, ça va tout arracher. Puis il y a des gros vents ici au printemps puis à l'automne. Fait que c'est là que ça arrache, puis c'est là qu'on en a besoin, les tunnels, au printemps et à l'automne. C'est la 3e fois qu'on le monte d'une manière différente, le tunnel qu'on a monté aujourd'hui. Puis à chaque fois, on dirait qu'on s'améliore. Donc quand je vais aller sur ma ferme, je vais avoir la technique déjà, puis je vais pouvoir reproduire ça. Donc c'est une richesse aussi d'acquérir ces connaissances-là. Le plastique, présentement, il est pas collé sur les arceaux. Il est juste tenu en place parce qu'on le serrait un petit peu, mais dès qu'il y aurait un vent, il lèverait puis il décollerait. Fait qu'on va mettre une corde après autour de chaque arceau, comme Jean-Martin il fait. Puis là, ça va serrer le plastique sur les arceaux, puis ça va le tenir en place. Dans une ferme traditionnelle, ils vont attendre que la terre soit assez sec pour que le tracteur puisse rentrer. Nous, on n'a pas de tracteur. Ça change rien.
Comme là, il pourrait jamais venir en tracteur ici. Là. Le tracteur, il ferait des grosses poulières. OK, t'as-tu têté de ton bord? Yes. Écoute, quand on a commencé le chantier ici, là, c'était vraiment une grosse affaire. Là. T'sais, Monsieur Desmarais, il m'a dit « Je veux que ça soit la plus belle ferme au monde, puis fais ça vite. » Monsieur Desmarais, lui, c'est le propriétaire de la ferme des Quatre-Temps. En fait, moi, je vois ça comme un travail de mécénat qu'il fait. Il nous permet de développer une ferme expérimentale où on peut former des gens qui vont aller ensuite faire leur propre ferme. Pour moi, c'est une opportunité comme extraordinaire. Là. Je dirige un projet qui est avant-gardiste puis qui est sans limite. Les boys! Pour réussir, il faut être bien entouré. Donc, c'est un volet quand même, je te dirais, capital de la ferme. Alex Hubert, Jonathan Pinault, les gars d'Écomestibles. C'est une compagnie d'aménagement paysager en permaculture. Puis c'est avec ces deux-là qu'on a fait tout le design du jardin maraîcher. En gros, là, la permaculture, c'est à la fois une philosophie, c'est une science, c'est une méthode qui permet l'organisation, mais aussi comme la conception des systèmes et des écosystèmes. Puis l'idée, là, c'est d'être efficace puis de régénérer les milieux. Jean-Martin, dans le fond, il est venu nous chercher parce que il a comme pris ce gros projet-là. Je me rappelle d'un répondeur à un moment donné. « Hey, les gars, j'ai de quoi de gros, là? » Au mois d'octobre, après, là. « Je vous rappelle, là. » Puis finalement, on se donne rendez-vous. Puis là, dans le fond, tu nous fais sur un petit papier, tu nous fais le dessin, dans le fond, qu'on va voir les jardins avec les haies à côté, puis un petit bassin à côté. Fait qu'à fond, on faisait cette vision-là, dans le fond, de dire, on va prendre l'eau de drainage, on va l'amener dans les bassins, on va prendre les haies, puis là, dans le fond, je veux vous charger de ça. On est parti d'ici, c'était pas mal une prairie, là, dans le fond, un champ, puis en même saison où on faisait le design, dans le fond, on a fait les travaux, puis ça s'est tout passé en même temps. C'était pas un petit projet, là, tu sais, c'était comme... Puis on pouvait pas aller voir ailleurs ce qui se fait. C'est une idée de ramener des pratiques qui étaient là avant la grande révolution industrielle de l'agriculture. Donc, l'avènement des tracteurs, ça a vraiment tout changé. L'avènement des engrais chimiques au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'expansion des engrais chimiques, ça a vraiment tout changé. Puis, dans le fond, il y a beaucoup d'agricultures traditionnelles qui se sont perdues. Quand on dit perdu, là, c'est que nous, on a cherché pour trouver ces informations-là, puis Elles étaient disparues. Oui. Oui. Dans le fond, on connaît pas de modèle d'affaires ou de ferme fonctionnelle qui utilise ces principes-là à ce point-là. On est en train de créer une ferme à échelle humaine. Ou est-ce que c'est pas la machinerie qui est au cœur du projet? Fait que c'est l'homme, puis on ceinture ça d'une niche écologique qui va attirer plein d'insectes, plein de reptiles, plein de batraciens. Puis ça, je pense que c'est la ferme du futur. Je pense qu'elle est là. Les premiers éléments qu'on parlait, c'est que ça prenait un centre. Et puis le milieu, c'est où est-ce qu'on mettrait la pépinière, où est-ce qu'on mettrait le garage avec les outils, où est-ce qu'on mettrait la salle de conditionnement. Puis après ça a été un des premiers dessins. Ça, c'est le pattern d'une feuille. Il y a comme une veine. Ça, c'est le chemin principal. Puis après ça, il y avait des petits chemins. Puis tu sais, ça, c'est juste pour dire à quel point on partait avec... Tout était possible, là. Je veux dire, on aurait pu décider de faire des cercles, des spirales, tu sais. C'est sûr qu'on n'aurait pas fait ça, mais... T'aurais pas fait ça. Mais c'était comme intéressant. Puis surtout, ces gars-là, c'était le fun parce que, tu sais, nous, en maraîchage, on est très, très carré, rectangle, straight. Mais là, eux autres, ils me faisaient sortir de mes horizons puis en regardant des patterns qui sont là dans la nature. Tout à travers le jardin maraîcher, il y a des petites niches écologiques qui ont été faites. Une niche écologique, c'est... Ce qu'on entend, là. Ouais. Ça, c'est les batraciens en action, là. Oui, c'est des employés bénévoles. Ce qu'on a créé, c'est un habitat. Comme on sait que les crapauds, ils aiment des étangs qui sont pas creux, avec une exposition au sud, des roches, tout ça. Fait que, en fait, c'est eux qui l'ont fait. Ils ont créé cet habitat-là. Puis là, les crapauds sont arrivés.
Puis si on a choisi le crapaud, justement, puis c'est comme c'est un peu la grosse brute des amphibiens qui va justement aller sur la terre chercher des limaces. Tu sais, d'intégrer les insectes bénéfiques, les animaux, les amphibiens, tu sais, c'est pas juste pour... parce qu'on veut voir la vie en rose puis on est heureux, là. Ils ont une fonction dans l'écosystème. Puis en maraîchage, les souris, les mulots, c'est un problème. Tu sais, si j'ai pas une solution pour les contrer, bien, ils vont manger mes betteraves. Fait que, tu sais, il y a comme toute une stratégie comme ça. Fait que c'est pour ça qu'on appelle ça une niche écologique. Ici, on est vraiment comme en haut des jardins. Puis on voit que dans chacune des haies, il y a des cabanes d'oiseaux. On a une bonne cinquantaine de cabanes d'oiseaux sur 3 hectares. Les oiseaux migrateurs, quand ils reviennent au printemps, ils cherchent des endroits pour nicher, pour avoir des oisillons. Puis même si ces oiseaux-là, ils pourraient manger des fruits le restant de la saison, mais les oisillons, ils grandissent tellement vite qu'ils ont besoin de beaucoup de protéines. Qu'est-ce qu'ils chassent? Mais c'est les insectes. Fait que dans le fond, là, on a plein d'hirondelles qui chassent présentement puis qui font des chasseurs au-dessus des jardins maraîchers puis qui protègent le jardin. C'est cool pour nous, là. Tu sais, moi, je travaille puis ce que j'entends, c'est des oiseaux qui chantent, là. Ça compte, ça? Mais est-ce qu'ils t'ont déjà attaqué? Non, j'ai eu oui dire que des hirondelles ont attaqué un maraîcher, mais tu sais, c'était une attaque légère. Tu sais, en même temps, c'est la beauté de créer des écosystèmes comme ça, c'est qu'après ça, on est dedans, puis tu sais, c'est magique un peu. Un des principes de base, puis c'est de pas travailler avec des lignes. Comme quand on est dans un modèle où c'est avec un tracteur, pour que ça soit simple pour le tracteur, tu veux que ça soit le plus long possible. Mais ça fait quelque chose qui est monotone. Regarde, on voit Annie-Claude, là. Tu sais, ici, là, c'est son espace. Elle va pas faire de ici jusqu'à Saint-Hyacinthe avec son semoir. Tu sais, elle va faire 3-4 ans. Mais là, elle vient de semer quand même beaucoup de radis, là. Elle utilise un outil manuel. Elle n'a pas besoin d'un tracteur. Elle n'a pas besoin de toute une machinerie lourde, une machinerie qui crase le sol. Elle n'a pas besoin de quelque chose qui est cher. T'sais, elle a du plaisir à le faire, là. As-tu du plaisir, Annie-Claude? Oui! Vraiment, une des tâches principales au printemps, là, sinon la tâche numéro 1 à faire, c'est de monter les tunnels, parce qu'on veut les primeurs, mais aussi les entretenir. Fait qu'à chaque semaine, il faut vérifier que tout tient, que tout est stable, que les tunnels sont là pour y rester. Dani, je me demandais comment ça allait tes 2 tunnels. J'ai comme un blanc, là. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. C'est-tu elle qui s'en vient ici? La boucle que t'as faite, t'as passé juste une fois. Ouais. 2 fois. Comme un nœud en 8, ça? C'est un nœud en 9. Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'il y a un bord, tu le clips dedans, puis l'autre, là, tu mets de la tension, mais au moins, il est clippé un peu fort. OK. OK. Ah, vas-y, laisse-toi aller. Tu veux mettre la pression vers le bas? C'est ça. Ben, je vais mettre la pression par là. Je pense qu'il faut que tu viennes le mettre ici, puis là, tu tires par en bas. Fait que, mais tu l'as, là. Ce qui est bien avec ce métier-là, c'est qu'on travaille et physiquement et mentalement. Donc, les actions qu'on fait sont plutôt physiques, mais toute la pensée derrière, elle doit être vraiment profonde pour s'assurer d'être efficace. C'est moi qui connais le plus sur les nœuds ici pour l'instant, fait que c'est moi qui le montre aux autres. Parce que je fais beaucoup de slackline, puis je fais beaucoup de highline qu'ils appellent. Fait que la highline, c'est la slackline en altitude. Puis quand on fait de la highline, les nœuds qu'on fait, ils tiennent notre vie, tu sais. Fait que ici, là, si le nœud, il lâche, bon, OK, le tunnel, il part, puis c'est plate, mais moi, si le nœud, il lâche, quand je fais de l'highline, ben ma mère, elle sera pas contente parce que ils vont ramasser mes morceaux au bout dans le fond du camion, tu sais. Fait que... Mais c'est ça aussi, le jardin. La ferme des 4 temps, le projet, tu sais. Comme il y a beaucoup de nous dans tout ce qu'on fait, c'est pas... il y a rien d'automatisé ici. Il n'y a pas une recette, il y a beaucoup de subjectivité. Hey, moi, j'ai vu des tunnels là, voler dans le ciel. Ça part au vent. Mais on recommence. C'est tout. Il n'y a pas vraiment de... Pas de solution. C'est tout le temps pareil. Mais là, en tout cas, on a mis les chances dans notre bord. Il est tête. C'est là que tu fais le drone shot. Là. C'est beau pas mal.
JM et Alice, es-tu à l'écoute? Pourrais-tu venir nous rejoindre pour la rencontre du 10h? J'en profite pour vous dire que ce meeting-là, il est vraiment important. OK? Que les 4, vous vous rencontriez à chaque semaine. Si jamais je suis pas là, faites comme si je suis là. Parce que non seulement il faut bien coordonner ce qu'on a à faire, mais entre vous 4, il faut que vous assurez que vous avez un bon jive, là. C'est important. Parce que là, vous allez gérer, tu sais, des fois 4, 6, 7, 8 personnes. Puis les 4 ensemble, c'est une bonne idée que vous soyez sur la même longueur d'onde. Je me vois souvent comme un coach de hockey, où est-ce que moi, je veux que tous mes joueurs soient, premièrement, dans la bonne chaise, à faire les bonnes choses, puis de les motiver pour que ça roule. Toi, tu as déjà tout écrit ce qu'on a à faire cette semaine, de ton bord. Cette semaine, il y aurait 20 planches à transplanter, 10 de Salanova. Je pensais faire un mini tunnel de basilic, là, 2 planches, goutte à goutte, tout ça, dans ce bloc-là. Puis sinon, aussi en priorité, j'ai mis de réparer les tunnels, mini-tunnels. Tu veux dire ceux qui sont au champ? Ouais, ceux qui sont au champ. Il y en a qui sont pétés. Ben là, le plastique est tombé. Okay. Fait qu'il y a comme une job à faire là, pas pire. OK, c'est quand même beaucoup, hein? Oui, c'est énorme. L'autre affaire, c'est que tous les maraîchers viennent vendredi checker ce qu'on fait. Quel maraîcher? Les maraîchers d'équiterre. Fait que ça pourrait peut-être valoir la peine qu'on ait un peu de fierté puis qu'on leur montre que c'est tête notre affaire. Justine, es-tu dans la pépinière? Je cherche Dani. Oui, c'est dans la pépinière, mais je pense qu'il est parti vérifier des tunnels. Belle journée de pluie aujourd'hui, c'est le printemps. On est un peu à la merci de la température, donc qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, on n'a pas le choix de continuer le travail. Puis, en même temps, ça fait partie de la vie, c'est ça qui est beau, d'être toujours dehors, c'est qu'on voit toutes les journées, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. On va commencer là-bas. Ici, il y a un arceau qui a débarqué. Ça affecte toute la solidité du tunnel. Puis ici, nos cordes sont beaucoup moins tendues qu'elles étaient. Fait que c'est pour ça qu'on a fait des nœuds ici qui se déclenchent facilement. Fait qu'on peut juste remettre la tension. Puis ici, il y a les Salanova. Ça, c'est une primeur. Fait que l'idée de la primeur, c'est d'utiliser des outils comme le tunnel chenille. Le tunnel chenille qui est une serre qui fait le même effet qu'une serre, mais à moindre coût. Puis ça nous permet d'aller gagner beaucoup de temps, puis d'avoir des primeurs comme les salades. Ça, ces laitues-là, elles ont été transplantées le 7 avril, donc ça fait 3 semaines. Puis elles ont pas beaucoup poussé, mais il y a presque pas eu de soleil depuis 3 semaines. Fait que c'est pas le printemps idéal, disons, pour faire des primeurs, mais on peut pas se battre avec la température, donc on fait... on attend, on est patient, On leur donne de la bonne énergie, puis on attend. J'en ai un. Je mets mon nom dessus pour pas que personne me le vole. Si vous vous retrouvez avec un crayon de Dany, je vais vous retrouver. L'année passée, on a monté des tunnels chenilles 3 fois, puis il y a certains détails qui ont fait qu'ils sont pas restés en place. On en a perdu plus que 2, on va dire. Le but, c'est qu'il n'y ait aucun bruit de tunnel, mais c'est toujours un but un peu utopique. Malgré que je pense qu'avec notre technique, c'est tellement facile réajuster nos tunnels qu'on peut faire comme ce que je fais aujourd'hui, venir faire la prévention, puis s'ajuster, les replacer correctement. Puis comme ça, on va pouvoir éviter des tunnels qui explosent au milieu d'une fin de semaine. J'ai étudié en gestion de projet puis en développement durable. Puis j'ai voyagé dans le passé, j'ai travaillé sur des fermes à l'étranger. Puis c'est venu me chercher dans différentes parties de ma vie. Puis finalement, depuis que j'ai travaillé sur des fermes, c'est ça que je fais à temps plein. Un
jour, je pense que ce serait une idée pour moi d'avoir une ferme, mais c'est pas dans un horizon à court terme. Donc, pour l'instant, j'ai envie de plus gérer dans des fermes, d'aller apprendre dans d'autres fermes, puis de me bâtir une connaissance pour ensuite pouvoir l'appliquer peut-être sur la mienne. J'ai noté ici tout ce qui est prêt pour la récolte, qu'est-ce qu'on peut récolter, puis après, il faudrait juste voir où est-ce qu'on les envoie. OK. C'est plein de sang. C'est un beau plan, tu sais, je suis désolé. Rabiole, il y avait la grosse puceron là, à planche, fait on a perdu beaucoup. Puis moi, je pense qu'on va avoir à peu près comme 150 max bottes de rabiole pour toute la semaine. Puis après ça va sur la prochaine génération qui sont comme vraiment petits. On a comme 150 bottes de rabiole. En moyenne, les chefs commandent genre 250 bottes. Fait que là, on n'en a pas pour tous les chefs, puis on n'en aura pas pour les marchés, ça veut dire. Oh shit, ça fait chier. Je sais, mais en tout cas, il faut trouver une solution. Fait que moi, je pense qu'on devrait les offrir au chef, puis de dire quantité limitée, mais on va en avoir quand même pas mal. Fait que il n'y en aura pas pour le marché. Cette année, l'objectif qu'on s'est donné à notre deuxième année, c'est de produire des légumes pour vendre 1,5 million, donc 500 000 $ de légumes. Si on met pas la barre haute, les gens qui sont ici auront jamais le sentiment d'urgence qu'il faut qu'ils aillent. Eux autres, il faut qu'ils sentent que la soupe est chaude. Il faut qu'il y ait une pression de produire parce que quand ils vont être sur leur ferme, la réalité, c'est que là, financièrement, ils ne seront pas supportés. Ils vont être laissés à eux-mêmes, puis il va falloir que ça roule. Donc là, on prépare les plateaux de pousse. Là, on en fait un peu plus parce qu'on veut en avoir pour les marchés, étant donné que là, en ce moment, dans les jardins, il y a moins de légumes à apporter au marché. C'est le fun d'avoir des pousses pour les clients. Donc ça, c'est le semoir à vacuum. En gros, c'est une balayeuse. Fait que c'est avec ça, finalement, qu'on sauve du temps, qu'on peut planter le Salanova beaucoup plus rapidement. Ça, c'est la deuxième partie du semoir. Donc, finalement, c'est une petite boîte avec des petits trous. Donc, juste pour montrer à quel point ça nous aide à sauver du temps. Ça, ici, c'est notre mix de semences Salanova. Donc, c'est ça qu'on utilise. C'est déjà mixé, donc toutes les variétés sont là. On prend en faire une à la main, puis on se chronomètre. Voir, finalement, le temps qu'on sauve. Je te chronomètre. Ouais, vas-y. 1, Shit, c'est stressant. 2, 3. Ils sont durs à pogner. Mais là, c'est sûr que mon score va être terrible. OK, t'es à 35 secondes. Ça, c'est long puis c'est pas parfait. Tu sais, j'en mets plus qu'une dans les trous. Shit, j'espère que ça va pas me prendre plus que 2 minutes. T'inquiète. Oh shit, ça tombe. 42, 43, 44. Bien, avant qu'on puisse utiliser le semoir à vacuum, j'imagine que c'était vraiment le genre de petite tâche qui se faisait comme ça, à la main, lentement. OK, Top. bon. 1 minute 35. Ish. Je vais voir. C'est pas parfait. Ouais, c'est vraiment long, c'est sûr. Là, mais c'est clairement pour ça que ça existe, parce que c'est vraiment long. Donc, je vais chronométrer aussi le temps que tu ailles mettre les semences. Puis on Enfin, compare pas avec juste un. le temps du flip, là. Ouais. Tu l'as déjà utilisé? Non, c'est ma première fois. C'est la première fois. OK, super. Donc, je te montre ça rapido. Tu as deux entrées et 2 sorties d'air ici. Donc, ça, c'est important pour que l'air aspire les semences dans les petits trous. C'est important de le garder ouvert. Puis celui-là, fermé. Donc, ça nous aide à avoir plus de puissance, comme dans de tir d'air, finalement. Puis c'est simple, on met les semences sur le plateau. Puis, je parle à l'aspirateur, donc ça fait du bruit.
secondes, exactement. C'est bon, Check it out, check it out. Ben oui, clairement, ça nous permet de sauver une journée au complet à chaque fois, là, au moins. Là. Donc là, le temps de faire un plateau, 1 minute 35 à la main. Donc ça nous fait combien? Combien de plateaux? Ça fait 6, 7, 8, 9 plateaux avec le semoir. Mais dans le fond, je capote avec une journée, par exemple. Ouais. Ça prendrait quand même pas une journée, mais ça prendrait au moins 2-3 heures. D'accord. 2 heures, ouais. Bon, tant mieux. Mais personne ne voudrait le faire. Je sais pas si tu te rappelles, quand on avait fait la conception des haies, tu nous avais dit, là, les gars, là, vos histoires de permaculture, c'est bien beau. Là, vous voulez mettre du comestible un peu partout. Vous essayez de m'amener ailleurs. Mais moi, je veux que ce soit des belles lignes. Puis les haies, j'aimerais ça que ce soit les insectes. Puis t'as dit, ben finalement, pas de comestible, parce qu'on t'avait proposé des affaires bien multifonctionnelles. Finalement, on a triché. Fait que, tu sais, dans le fond, il y en a. Ben oui, il y en a. Il y a du cerisier, il y a du cassissier. Puis l'idée, c'est... Il y a des cabanes d'oiseaux, il y a des baies. Les oiseaux, ça mange des baies. Ici, c'est pas une ferme de baies. Fait que, dans le fond, ça va faire partie du package deal, dans le fond, qu'on donne pour les oiseaux. Pour dire la vérité, puis si les gens viennent à la ferme puis me posent des questions sur toutes les plantes vivaces qu'il y a, que les gars des comestibles ont construit, ont designé, ont planté, je les connais pas. Je les apprends au fur et à mesure que je les mange, que je les goûte. Parce que quand tu plantes une vivace, tu sais, c'est pas comme un annuel. C'est une plante qui peut prendre 1 année, 2 années avant de s'établir pour donner quelque chose. Puis, tu sais, le jardin, il est pas très vieux ici. Mais en tout cas, bref, ils m'ont sorti ça, une espèce de tentacule. Puis, c'est du chervi. C'est très sucré. Ça rappelle un peu le panais, mais plus doux. Tes échantillons trippés? Les échantillons trippés. C'est super sucré, surtout que ça a pris le froid de l'hiver, fait que ça a tout concentré les sucres. Ouais, toujours aussi bon. Mais ça, moi, ce que j'aime avec un légume comme ça, c'est que présentement, j'ai pas beaucoup de choses à offrir dans mes marchés ou aux chefs avec qui on travaille. Parce que, tu sais, les légumes, on n'a pas eu le temps de les planter. Mais quand tu as une vivace qui a été plantée à l'automne, qui passe l'hiver au champ, puis que tu récoltes au printemps, bien là, on est en train de rajouter quelque chose à une diète ou à un menu, whatever, qu'on n'a pas eu besoin de travailler dans le printemps froid, tu sais. Et le chervi, le 100 ans, c'était quelque chose qui était connu. Puis aujourd'hui, c'est quelque chose qui est inconnu totalement. Puis la beauté d'avoir le temps, l'espace, de pouvoir faire ces découvertes-là ici, c'est trippant. Je pense qu'on est juste au début, là. Ça, c'est un parmi d'autres qu'on va découvrir au fil du temps. C'est beaucoup plus une ferme expérimentale, puis c'est certainement pas une ferme modèle. Ce qu'on fait ici, c'est bien, mais s'il y a d'autres fermes qui vont avancer, on va pouvoir se servir des idées, ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, pour faire quelque chose ailleurs. L'expertise qu'ils ont amenée, puis l'imagination qu'ils ont amenée, ça s'achète pas, ça. Tu peux pas juste commander ça, là. Pas juste nous deux, là. Il y a une équipe en arrière là, qui a travaillé fort. Puis bien du café. Oui, du kombucha. Oui. Une coupe de cheveux gris après, là. Aujourd'hui, c'est la première belle journée depuis 3 semaines. Puis moi, ça fait 15 ans que je fais du maraîchage, puis j'ai jamais vu un printemps comme ça. C'est sûr que tout va être oublié dès qu'il va faire beau. Mais on vient de passer quand même un bout de rough, là. Très rough. Nos tunnels, ça fait déjà un mois et demi qu'ils sont installés. Puis là, maintenant, il commence à faire plus chaud. Fait que durant le jour, on va vouloir ouvrir les tunnels pour qu'il y ait une bonne aération, une bonne ventilation pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop d'humidité qui s'accumule dans les feuilles. Présentement, nos laitues sont un petit peu en retard par rapport à ce qu'on avait prévu. Ça fait comme 3 semaines qu'il fait du mauvais temps puis qu'il n'y a pas de soleil. Si on était dans les temps, là, on aurait déjà eu une coupe partout. Ils seraient tous comme ça. Puis, il y aurait déjà une repousse qui serait aussi grosse que ça. Fait que là, on est comme une salade en retard, disons, là. Bien, c'est vraiment une bonne nouvelle qu'on vienne ici parce que mardi prochain, à la grosse récolte, elles vont être prêtes. Fait qu'on va avoir un super mesclun.
Puis la laitue qui pousse dans le champ, c'est vraiment meilleur que la laitue qui pousse dans les serres. Ils sont comme... Ils ont plus froid, ils sont un peu plus stressés. Ça va faire une laitue tough, finalement. Tu sais, ça fait pas une laitue faible. Ça fait une laitue, tu sais, qui veut se battre pour vivre, tu sais. Fait que là, ben, ça fait une laitue qui est croquante. Puis nous, c'est ça qu'on aime. On est en train de récolter de la roquette qu'on met en botte, puis on va apporter ça au marché Jean Talon demain, samedi. C'est super bonne, la roquette. Moi, ça me donne envie de faire de la pizza. Yeah. Compte tenu qu'on a eu un printemps tellement désastreux, d'avoir des récoltes en champ à ce temps-ci de l'année, c'est comme exceptionnel. Les gens n'ont pas encore planté. Dans la plupart, tu sais, les maraîchers, ils n'ont rien planté encore. Nous, on fait nos premières récoltes. C'est quoi la mesure, les amis? De quoi? De la botte? Maximum de qu'est-ce que ta main peut prendre. Pour ma main, là. C'est ton index puis ton pouce qui viennent se toucher. Comme ça? Fermer la botte. Ouais. C'est bien de récolter tout de suite de belles bottes en champ. C'est déjà fait. C'est plus pratique. On n'est pas dans le rêve, on n'est pas dans l'utopie, on n'est pas dans... Tout est une question d'organisation, tout est une question de méthodologie. Puis ces savoir-faire-là, ils étaient partagés de génération en génération. Puis cette chaîne-là, elle a été complètement brisée. Puis là, on demande à des jeunes, en l'espace d'une ou deux saisons, de savoir tout ça, puis de l'apprendre rapidement, puis de démarrer des fermes. C'est difficile. Moi, j'ai souvent observé sur les fermes, parce que j'ai travaillé avec beaucoup de monde à travers les années, c'est les filles sont meilleures à la récolte. Elles sont plus minutieuses, et elles sont plus constantes. Les gars, souvent, on est vite, bing, 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 OK, ça roule, mais il y en a la moitié qui n'est pas récoltée. Ou... Bon, aussi, je pense que vous devriez quand même le savoir, là, Danny, c'est quand même un drôle d'oiseau. C'est quelqu'un qui a une capacité de concentration exceptionnelle, puis il est fort. Il est puissant, tous ses muscles sont là. Fait que ça... Les deux ensemble, puis ça fait qu'il y a la détermination, puis il sait l'importance d'aller vite, bien, il roule, puis ça roule son affaire. C'est l'apéro. Alors ça, les vendredis, on se retrouve toujours pour un petit 5 à 7. Puis souligner la fin de la semaine, dans le fond, puis prendre le temps de juste profiter. C'est notre petit moment à tout le monde qu'on peut parler de d'autres choses aussi, des fois. Si on est capable. Si on est capable. Get it on, baby! Est-ce que tout le monde a une bière? Non. C'est tellement important, là. C'est tellement important qu'on soit solides ensemble, puis que chacun d'entre eux se supporte. C'est vraiment une affaire d'équipe. OK, cheers tout le monde! Cheers! À votre belle semaine! Cheers! Merci pour votre super travail. Hey, bravo à bravo. tous. Hey, bravo pour ça. On a tout coché sur le tableau. Yay! Incroyable. Cheers, guys. Vive la 50. C'est bon, oui. On a un vraiment beau début de saison. On a une équipe qui est quand même assez merveilleuse. Merci. Puis c'est fou l'énergie de groupe, comme je trouve c'est fort là, pour de vrai, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire. Des fois, c'est un peu décourageant, mais avec cette énergie-là de groupe, on arrive à faire même les jobs les plus plates un peu, parce qu'il y en a aussi sur une ferme. Ben, on arrive à les rendre comme le fun à faire. I think farming's probably the only thing that I could, do that, like, over an extended period of time, like, consciously. J'ai vu un lapin dans les carottes. Qui a vu les lapins, Ariane? T'as vu un lapin dans les carottes? Non, Nathalie. Ouais. Dans les carottes, c'est comme tellement cliché. C'est vrai? There was a rabbit in the carrots. En haut? Ah oui? Non. C'est cliché. On va faire sentir du lapin à Chester. Il va nous trouver ça. Non, mais il va être mêlé, là. Oui. C'est vraiment trop
cool d'être ici. Je pense que tout le monde, c'est comme un petit rêve. On avait un groupe de fermiers la semaine passée qui a visité la ferme. Il y avait un fermier qui m'a dit « Mais ici, c'est comme le Disneyland pour les maraîchers. Il y a tout. Vous expérimentez tout. C'est trop cool. » J'ai envie de dire que je suis très, très fier de toutes vous autres individuellement, dans vos responsabilités puis dans vos postes. Tout le monde fait bien ça. Puis t'as vraiment raison, Annie-Claude, collectivement, on est vraiment une force. Quand on se met ensemble puis on le fait, là, ça roule. C'est vraiment le fun. Cheers! Cheers! Cheers, à la suite des choses. Oh, le soleil, oui! N'oubliez pas que la côte, on est encore en train de la monter. N'oubliez pas. Je les aime toutes dans ce qu'ils sont. J'aime ça être avec eux, j'aime ça les voir travailler. T'sais, mon crew, c'est mon crew, là. C'est une grosse partie de ma vie, tu sais.